Vous regardez New York Info, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'invité fête nationale du 1er août au Bénin. Le président Patrice Talon, par la voix de son porte-parole Wilfred Oumgbédi, a convié deux de ses homologues de l'Alliance des États du Sahel à prendre part à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Parmi le Mali, le Niger, le Burkina Faso, membres de l'AES, quels pays ont été conviés et surtout pourquoi cette absence remarqué lors d'un événement aussi symbolique que la fête nationale et que révèle ce refus de répondre favorablement à une invitation officielle de Cotonou dans un contexte actuel des relations entre voisins de l'Afrique de l'Ouest, entre autres des questions que nous allons aborder dans cette émission avec notre invité Didier Noureddine Alou. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, Madame Charlotte Guézéré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général d'Africa Dev et nous allons revenir sur cette célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Justement, 65 ans après la cession donc à son indépendance, qu'est-ce que le pays devient ? Bon, en tout cas, pour la célébration des 65 ans d'indépendance le 1er août dernier, on a vu un défilé militaire, en tout cas bien organisé, une cérémonie bien organisée, bien agencée, avec de très belles couleurs, une fête vraiment grandiose. Mais les images qui ont été mises en avant, c'est surtout l'image d'un pays uni, un pays engagé dans le développement, un pays souverain. Et aussi, les communications officielles qui ont entouré cette cérémonie quand même ont mis en avant un pays dont la démocratie est vivante et que vous avez vu aussi les déclarations du président Talon qui notamment a répété à plusieurs reprises, y compris avec la rencontre de la jeunesse, où il a affirmé encore une nouvelle fois sa volonté de pouvoir assurer l'alternance. Donc, globalement, on voit un pays qui projette une image de souveraineté, d'unité, de démocratie engagée pour le développement. Justement, pour certains observateurs, une fête en grande pompe, c'était aussi l'occasion peut-être pour le président de dire aussi, encore une fois, de faire ses revoirs au peuple béninois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, en tout cas, ça se comprend pour quelqu'un qui a été focus sur son travail dès le début. Et ce n'est pas une mauvaise chose si le chef de l'État béninois, à la fin pratiquement de son mandat, affiche quand même une belle ambiance. Mais vous, concrètement, quel commentaire cela vous inspire sur la forme, la célébration, sous cette forme des 65 ans d'anniversaire de l'indépendance du pays ? Mais non, connaissant, pour ceux beaucoup d'analystes qui connaissent le chef d'État béninois, parle de quelqu'un qui a envie de démontrer encore une fois que vraiment j'ai pu travailler pour mon pays et que maintenant je m'apprête à me retirer. D'ailleurs, la cérémonie a pris tout son sens dans le sens que c'était quand même son dernier défilé à la tête de l'État en tant que chef d'État. Donc il a voulu certainement mettre une touche particulière avec toutes les invitations qu'il fallait. Donc c'est sous cet angle qu'il faut voir donc toute cette fête qui a été organisée autour donc de cette célébration. Et arrivé au pouvoir en avril 2016, Patrice Talon incarnait pour les Béninois l'image d'un nouveau départ. Le bilan de ces 2 mandats à la tête du pays est-il aussi reluisant que la réalité sur le temps? Est-ce qu'il a été à la hauteur des attentes des Béninois et Béninoises? En tout cas, à écouter les Béninois, le travail de Patrice Talon à la tête du Bénin a généré beaucoup de résultats, point de vue action de développement, et que ça a porté aussi des impacts au sein de la population. Il y a beaucoup de points positifs, tels que par exemple la réforme administrative et institutionnelle. Là, quand même, les populations sont sérieusement impactées et elles le disent, ça il ne faut pas le nier. Et la lutte contre la corruption, la digitalisation de l'administration,
Je pense que la digitalisation de l'entreprise, de l'administration au Bénin a été un grand pas. Et je pense que c'est l'une des plus grandes réussites, si vous voulez, du président Talon, parce que cela a supprimé la corruption au sein de l'administration publique. Avant, au Bénin, il est difficile d'aller se faire établir un passeport, une carte d'identité sans corruption. Mais aujourd'hui, avec cette digitalisation, vous voulez faire un passeport au Bénin aujourd'hui, c'est des rendez-vous, vous faites tout le processus se fait sur Internet, en ligne, sur le site officiel, et puis vous prenez rendez-vous, vous partez tout simplement pour poser les empreintes digitales et puis vous avez votre passeport. Donc, je crois que c'est l'une de ses plus grandes réussites. Je pense que la digitalisation, y compris aujourd'hui dans le domaine foncier, tout se fait aujourd'hui, toutes les demandes, les pièces que vous pouvez demander aujourd'hui au Bénin, tout se fait en ligne. Et puis, donc, il n'y a pas de contact direct entre le citoyen, l'usager, et le fonctionnaire. Donc, ça a beaucoup contribué, n'est-ce pas, à supprimer effectivement donc, la corruption. Et puis, l'autre force majeure du président Talon, c'est le suivi et la punition. C'est-à-dire que quand c'est mal fait, et c'est corrigé et que les fonctionnaires qui font mal sont sanctionnés. Donc aujourd'hui, je pense que le fait d'être membre du même parti au pouvoir que le président Talon, le fait d'être son ami personnel, le fait d'être ses parents, amis et connaissances ne vous seront d'aucune utilité si vous faites mal ce qu'on vous a confié. Donc je pense que ça a beaucoup contribué à avoir le résultat. Et on a pu observer ça, surtout au cours de son deuxième mandat. Mais sur le plan économique, le président Patrice Talon, autrefois homme d'affaires à succès, a-t-il réussi à relever les défis? Ce qui est sûr, son talent d'homme d'affaires l'a beaucoup aidé. Parce que, puisque c'était quand même... Bon, en fait, le président Talon n'est pas du tout étranger à la scène politique béninoise. Non, pas du tout. Depuis fort longtemps, il a travaillé dans l'ombre avec pratiquement tous les régimes qui se sont succédés, y compris déjà avec le président, le feu général Mathieu Kérékou. Il a toujours été là-bas, il prenait les marchés publics. Donc son atout principal, c'est qu'il connaissait très bien la scène politique dont il était sponsor. Il a contribué à financer les campagnes de beaucoup de dinosaures politiques au Bénin, y compris même le président Yahi Boni. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Donc c'était des amis. Et il finançait donc les campagnes électorales. Il a participé au succès. Direz-vous qu'il a été l'un des faiseurs de roi du Bénin? Absolument, en tout cas un sponsor officiel, parce qu'il avait de l'argent qu'il mettait à disposition. Et puis évidemment, à la fin, il gagnait des marchés en retour. C'est dans ce sillage-là qu'il a évolué. Mais beaucoup de Béninois ne connaissaient pas la figure. On entendait parler de Patrice Talon sans savoir qui il était. Donc c'est à partir de 2016, enfin c'est à partir de son clash avec le président Yahi Boni que beaucoup de Béninois ont découvert qui était vraiment arrivé à mettre un visage sur le nom Patrice Talon. Donc il connaissait très bien le milieu politique béninois, il savait très bien quelles sont les failles. Et je pense que son talent de fin connaisseur... joué à son avantage tout quand il est arrivé donc au pouvoir? Absolument, ça a joué à son avantage parce qu'il connaissait déjà sur quel terrain il marchait et il connaissait surtout les besoins. Et l'une des choses aussi, à mon avis, qui ont beaucoup aidé le président Talon, c'est son atout d'homme d'affaires. Vous savez, pour un homme d'affaires, il n'y a pas le temps à perdre. Il y a ça. Et le plus grand ennemi des affaires, c'est la lenteur administrative, la lenteur dans les formalités. Donc, il connaissait ça. Et vous avez vu l'une des premières réformes quand il a pris le pouvoir, c'était de supprimer les lenteurs administratives. Et pour un homme d'affaires, la corruption, c'est quelque chose qui ralentit donc les affaires. Donc, il s'est attaqué directement à ces deux domaines, la lenteur administrative, la corruption dans les administrations. En tout cas, dès qu'il est parvenu à supprimer ces deux phénomènes, alors son pouvoir, ou si vous voulez, son action à la tête de l'État a pris une autre dimension. Et à l'occasion de la fête nationale, Patrice Talon a réaffirmé donc sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. Mais selon vous, va-t-il tenir parole quand on sait qu'ailleurs, par exemple en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara avait juré à plusieurs reprises ne pas briguer un nouveau mandat? On en a eu un troisième, puis maintenant un quatrième à nouveau candidat. Est-ce qu'au Bénin, Patrice Talon
tiendra parole selon vous? Bon, d'abord, il ne faut pas comparer la Côte d'Ivoire et le Ouais, Bénin. c'est un exemple. Absolument. Vous faites allusion à l'ombre des chefs d'État africains qui ne tiennent pas souvent parole en matière d'alternance. Mais si on observe bien, dans la constitution qui est en vigueur en ce moment en Côte d'Ivoire, je pense que le président Ouattara est autorisé à compétir, puisqu'ils ont supprimé de leur loi, de leur constitution notamment, la limitation de mandat. Et c'est ça qui donnait droit aussi à un président comme Laurent Gbagbo. Mais cela supprime-t-il pour autant une parole donnée? Oui, mais tout à fait. Donc, il y a ça. Donc, c'est permis en Côte d'Ivoire. Mais au Bénin, ce n'est pas du tout permis par la Constitution. On a l'habitude de dire que le président béninois renonce à briguer un troisième mandat. Mais en fait, ce n'est pas qu'il y renonce, c'est que la Constitution en vigueur au Bénin l'en empêche. Et c'est lui-même qui a fait une réforme à son arrivée pour inscrire dans la Constitution du Bénin, en son article 42 et 44, que nul ne peut briguer un troisième mandat. En fait, nul de sa vie ne peut faire au-delà de 2 mandats. Donc, je pense que c'est fondamentalement cette Constitution en vigueur au Bénin qui l'empêche d'être candidat. Oui. Maintenant, évidemment, nous sommes en politique. Nous sommes en politique, nous sommes en Afrique, et qu'effectivement, il y a l'ombre des chefs d'État africains qui, en matière d'alternance, ne tiennent pas parole. Mais surtout, on se pose la question, il ne sera pas candidat en avril 2026, mais pourquoi alors son dauphin non plus n'est pas encore connu? Apparemment, cela révèle de sa maîtrise du calendrier électoral d'abord, et aussi d'une stratégie pour semer l'opposition, parce que d'abord, c'est le règlement et le code électoral qui empêche, qui a fixé un timing pour que les candidatures soient connues. Et puis ensuite, il y a le fait que le président Talon, quand même, cherche à placer quelqu'un qui va sauvegarder les acquis et qui va lui permettre d'aller se reposer aussi tranquillement et de garder un œil sur ce qui se fait. Donc quand il dit notamment que bon, il se pourrait qu'il supporte quelqu'un qui forcément ne l'aime pas. Et dans une déclaration antérieure, il a même dit qu'il se pourrait que son candidat soit confondu même avec le candidat de l'opposition. Bon, je pense que tout ça relève d'une communication politique. Dans aucun pays au monde, le président sortant, en tout cas qui a pu travailler et qui voudrait que ses acquis soient sauvegardés, ne dit jamais qu'il n'est pas intéressé par un candidat qui va... Parlant d'acquis sur la scène internationale, par en matière de politique étrangère, quelle appréciation avez-vous avec cette proximité avec la communauté afro-descendante? Au Bénin, quand même, les afro-descendants, le Bénin a été durement frappé par le phénomène de l'esclavage, le commerce triangulaire. Donc, le président Talon a pris sur lui de tendre la main aux afro-descendants, et parce qu'il a remarqué quand même qu'il y avait quand même des compétences dans cette afro-descendance et qu'il fallait les associer à la construction du pays. Donc c'est un choix qu'il a fait, et que ce choix a fait plaisir aux afro-descendants eux-mêmes, et que s'ils peuvent apporter mais en même temps, que répondrez-vous chose... à ceux qui pensent que c'est aussi un moyen pour lui, ou sinon critique le fait que cela ressemble à une stratégie pour peut-être brader aussi la nationalité béninoise? Bon, c'est un débat. Les gens, l'opinion nationale est divisée sur cette question, comme vous le dites. Il y en a qui trouvent que c'est pertinent, mais il y en a qui trouvent que c'est moins pertinent. Parce que je crois qu'il faut comprendre un peu dans quel esprit tout ceci est fait. Si les afro-descendants, je crois que ce qui intéresse particulièrement le président Talon, en tout cas sur ce point, c'est les ressources humaines. Je pense que c'est plus ça qui l'intéresse. Maintenant, est-ce que c'est pertinent ou pas? On verra avec au fil des années quel sera l'apport de ces afro-descendants dans le développement du Bénin. Et une absence très marquée lors de la célébration donc, de la fête nationale du Bénin le 1er août dernier. Si cette invitation également envoyée aux États de l'AES qui, on va dire aussi, ont brillé par leur absence, pourquoi ce refus? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qui s'était passé?
Bon, d'abord sur l'invitation elle-même, je pense que le Bénin a osé une action diplomatique. Je pense que le Bénin savait très bien que les pays de l'AES ne viendraient pas à son défilé. Mais d'abord, je posais la question, quels étaient les pays entre les 3 invités? Les pays invités, c'est le Niger et le Burkina. Parce que c'est eux qui ont une frontière directe avec le Bénin et que c'est avec eux surtout qu'il faut mutualiser les efforts en matière de synergie d'action pour lutter efficacement contre le terrorisme. Mais je pense que le Bénin savait très bien que ces 2 pays ne vont pas participer dans ces conditions à son défilé. Mais c'est une action diplomatique osée. Et je pense que le Bénin est dans une logique de montrer à la communauté internationale que, vous voyez, moi je suis pour la paix, moi je les invite, moi je veux qu'on travaille ensemble, c'est eux qui disent non. Donc vous voyez bien que la faute ne vient pas de moi. Je pense que c'est ça que le Bénin voulait, c'est l'image que le Bénin voulait afficher, c'est le message fondamental de cette invitation. Est-ce que cette non-participation des États de l'AES à la célébration peut-il être interprété comme un signe de tension ou le désaccord persiste? Non, vous savez que l'AES aujourd'hui est dans une dynamique, dans une stratégie de repli et qui contre l'impérialisme et qui est très prononcée et qui est très brutale, si vous le voulez. Et ça fait que l'AES se méfie de tous les pays ou des chefs d'État qui sont inscrits dans l'ancien ordre géopolitique, c'est-à-dire que dans la logique des précarés français, précarés, etc., etc. Donc, l'AES se méfie beaucoup de tous les pays qui, de son point de vue, restent inscrits dans cette démarche ou dans cette logique. Donc, par rapport à ça, l'AES n'a pas envoyé des troupes. Et je crois que le message est clair, c'est pour dire on n'est pas d'accord. Il y a des questions qui ne sont pas réglées. Vous savez que depuis, l'AES dit toujours la même chose, notamment le Niger dit toujours la même chose, qu'il y a des bases militaires française au nord du Bénin et qui a pour objectif de déstabiliser donc l'AES. Donc ils sont toujours dans cette la logique n'a pas changé et je crois que c'est contre ça que le président Talon a voulu travailler en disant bon venez envoyer des troupes, on va défiler. Mais justement, est-ce que cette invitation adressée aux États de l'AES à la base déjà pour vous, est-ce que c'était une bonne idée? En tout cas, c'est une action diplomatique osée, comme je viens de le dire. C'est osé. C'est pour dire, bon, écoutez, les frères, venez, je pense qu'il est temps qu'on travaille ensemble. C'est osé. C'est une action diplomatique osée. Maintenant, en le faisant, le Bénin savait très bien que ça n'allait pas... ça n'allait rien donner. Donc, c'est juste pour dire à tout le monde, vous voyez, moi je veux, c'est eux qui ne veulent pas. Et Talon a rallié justement les États, les pays de l'AES de continuer à souffrir du terrorisme, bien qu'ayant fait partie la France. Ces propos sont-ils vrais et responsables? En tout cas, c'est des propos qui sont très peu diplomatiques. C'est-à-dire que, en le disant ainsi, sous ce ton, on peut dire que ce n'est pas du tout amical et que ce n'est pas recommandé diplomatiquement. Mais je pense que le président Talon, il parle avec, c'est un ton naturel chez lui. Ça ne voudrait pas dire forcément que c'est méchant. Son ton est naturel. Rappelez-vous de ses premières déclarations le jour du 26 juillet 2023, lorsque il y a eu renversement du régime au Niger. Il avait utilisé il avait employé le même ton. Il a même menacé en disant que bon voilà, il faut qu'on rétablisse l'ordre constitutionnel au Niger coûte que coûte. Donc ça avait créé une onde de choc et que tout le Sahel avait été choqué. Et que les problèmes ont commencé par là. Les problèmes ont commencé par là et depuis, les problèmes sont suffisamment empirés et que depuis, ça ne s'est pas toujours arrangé. Visiblement, les relations restent tendues. Preuve palpable, hein, les frontières terrestres avec le Niger sont toujours fermées. Mais finalement, comment résoudre ces différends diplomatiques entre les deux pays? En tout cas, sur ce sujet, les pays sont plantés et n'arrivent pas à avancer. Le constat est assez alarmant parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans la région de Malanville, quand vous allez dans la ville de Malanville et même de Gaïa,
les populations continuent à faire la traversée à travers donc, le fleuve Niger avec son lot de difficultés, où on a assisté des fois à des cas de noyade, des bacs se renversent quelquefois des deux côtés, hein, et qu'il y a des décès. Ça, c'est le premier constat alarmant. Le deuxième, c'est que la pauvreté s'est approfondie dans la zone. Et là, ça risquerait d'être contre-productif parce que la pauvreté est un terreau fertile pour les agents recruteurs du terrorisme. Plus la zone est pauvre, plus il y a des nécessités qui sont candidats facilement au terrorisme. Donc la solution ici, c'est peut-être que l'Union africaine se penche sur ce dossier et qu'elle arrive à rapprocher ou à concilier les deux gouvernements pour pouvoir s'asseoir et parler. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, c'est que les deux chefs d'État décident à se voir, à discuter et à voir quelle solution apporter. Parce que maintenir la frontière fermée, ça ne fait du bien ni à la partie béninoise, ni à la partie nigérienne, et c'est les populations qui en souffrent. Donc à un moment donné, il va falloir effectivement trouver une solution. Et dans le Sahel, au niveau donc des États de l'AES, la situation sécuritaire reste préoccupante. Absolument. Malgré les résultats engrangés par les armées des pays de l'AES, la tâche est toujours immense. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes arrivent quand même à changer de stratégie. Mais les États du Sahel ont généré des résultats importants en neutralisant beaucoup de chefs terroristes importants. Et pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, l'armée burkinabé a travaillé quand même à resserrer le taux autour des terroristes, et que le Niger n'a cédé toujours aucune portion de son territoire aux djihadistes aux terroristes comme il le souhaitait. Au Mali aussi pareil, Kida est revenu dans le giron étatique, et donc on peut dire que les résultats sont probants, mais la tâche elle est toujours immense. Justement, et dans ce sens, quelles peuvent être les conséquences de ce manque de solidarité observé entre États africains, notamment dans la zone ouest africaine? Je ne pense pas qu'il y ait... Enfin, c'est l'inaction que vous dénoncez là. Effectivement, il y a un constat alarmant, c'est que beaucoup d'États, en tout cas pour ce qui concerne le Bénin et l'AES, n'arrivent toujours pas à rester ensemble pour lutter contre ce phénomène. Et là, vraiment, c'est déplorable et c'est difficile. Et quand on sait que le terrorisme, aucun État individuellement pris ne peut arriver à lutter efficacement contre. Donc il faut une synergie d'action. Et qu'en l'absence de cette synergie d'action, c'est tout simplement difficile. Maintenant, les institutions sous-régionales ont un rôle très important à jouer, notamment la CEDEAO, notamment l'Union africaine et toutes les autres institutions sur le continent qui peuvent apporter leur contribution. Mais malheureusement, les positions des uns et des autres, ou du moins leur perception en termes de souveraineté, en termes de partenariat stratégique, continuent de plomber donc, cette lutte efficace, et que c'est très difficile. Le président Patrice Talon saura-t-il résoudre, en tout cas aider à la résolution de ce conflit avant son départ? Est-ce que vous le pensez? Bon, en tout cas, il fait ce qu'il peut faire. Peut-être que pour l'AES, ce n'est pas suffisant. Bon, maintenant, lui, il fait ce qu'il peut faire. Il ne manque pas d'occasion pour dire il faut qu'on travaille ensemble. Mais peut-être que les membres de l'AES ne le voient pas toujours comme un partenaire sincère. Bon, donc maintenant, dans un avenir proche, nous voyons difficilement comment est-ce que, parce que tout a été tenté, mais que effectivement l'AES parle toujours de base militaire au Bénin, donc ça devient compliqué, et que bon, enfin,
il n'y a plus beaucoup d'espoir peut-être avec le président. Mais en Talon. tant qu'analyste, quelles peuvent être les actions possibles prochainement pour tenter d'apaiser donc ces tensions et renforcer la coopération entre le Bénin et l'AES? Ben, là, c'est comme un dialogue dessous, parce que ça devient difficile. Ça devient extrêmement difficile parce que l'AES dit qu'il y a des bases militaires au Bénin. Les Béninois disent il n'y en a pas, venez voir. Il n'y a pas eu jusque-là une délégation qui soit partie pour vérifier. Et donc, c'est extrêmement compliqué, comme je vous le dis. Les élections prochaines donc au Bénin, si pour 2026, avril 2026, le climat actuel annonce-t-il justement un scrutin apaisé et transparent? Bon, pour l'instant, quand même, le climat politique au Bénin, elle est stable. Et que déjà que le président Talon dit je ne serai pas candidat, je ne vais rien faire pour me maintenir au pouvoir, ça rassure. Donc ça amène quand même le peuple à rester apaisé. Bon, maintenant, l'opposition dit qu'il faut libérer les prisonniers politiques. L'opposition dit que le code électoral, il faut le corriger. L'opposition dit que qu'il y a des questions liées notamment au code électoral, aux libertés, et aux arrestations tout azimut. Donc voilà, donc ce sont les préoccupations majeures de l'opposition. L'opposition pensait que le président Talon allait profiter du 1er août pour susciter une réflexion autour de ces questions, mais non, ce qui préoccupe le président Talon pour l'instant, apparemment, c'est de travailler à terminer correctement son mandat et à rendre le tablier. Et l'opposition donc attend que le président justement prenne cette décision de gracier certains détenus. Ça a été toujours le combat de l'opposition. Et à plusieurs reprises, le président Yahi est allé voir le président Talon pour ça. Il aurait même demandé pardon, mais que jusque-là, ça n'a pas abouti. Et que, rappelez-vous cette phrase du président Talon qui disait que le pardon, dans certains cas, pouvait être considéré comme un péché, quelque chose du genre, comme une faute, voilà, comme une faute, une erreur, quelque chose du genre. Et qu'aujourd'hui, vous avez vu le 1er août, il a demandé pardon en disant que bon, il sait que il a donné le meilleur de lui-même, il est allé au bout de ses efforts, qu'il est essoufflé, il est fatigué maintenant, il aimerait passer la main. Mais il est conscient que il n'a pas toujours été... Il a commis des erreurs, il a souvent commis des erreurs, et par rapport à ça, et qu'il demande à Dieu et aux Béninois donc de le pardonner. Bon, voilà. Donc, et puis, vous avez vu automatiquement l'opposition s'est saisie de cette phrase pour dire ah bon, donc le pardon, alors c'est une notion à géométrie variable, c'est-à-dire que quand le pardon l'arrange lui, bon, c'est bon, et quand ça ne l'arrange pas lui, c'est pas bon. Donc voilà, et donc c'est dans cette... et que l'opposition dit que ce qu'il appelle imperfection, ce qu'il appelle manquement ou erreur, l'opposition appelle ça recul de la démocratie, l'opposition appelle ça recul des libertés, l'opposition appelle ça un code électoral chrysogène, l'opposition appelle ça tout simplement assassinat de la démocratie. C'est comme ça que l'opposition appelle ce qu'il appelle, lui, le président Talon appelle manifestement erreur ou alors imperfection. Merci Didier Noureddine Alogou d'avoir accepté de répondre à nos questions dans l'invité du jour. Merci à vous également de nous avoir suivis dans cette émission du jour.